Nous abordons dans cette vidéo la question de l'adaptation de l'offre et traitée dans les fiches P1, P2, P3, P4. Elle intervient une fois que vous avez fait votre adéquation produit-marché et que vous avez normalement traité le déploiement de l'offre, c'est-à-dire vous avez fait une segmentation, ciblage, un positionnement, puis vous avez étudié un petit peu la possibilité d'ajuster un petit peu votre offre par rapport au marché ciblé, donc l'adéquation. Vous avez commencé à explorer un petit peu les modes de présence possibles et les organismes de soutien à l'export. Donc tout ça a été fait et vous abordez maintenant l'étude de l'adaptation des quatre dimensions du mix, c'est-à-dire le produit, le prix, la com et la distribution. Donc en ce qui concerne le produit, nous avons une première chose importante à comprendre, c'est qu'est-ce que le produit? Donc vous avez deux choses en fait à évaluer, c'est d'une part la gamme à l'export que vous allez retenir, donc vous avez une gamme produit dans votre marché domestique qui est constituée d'un certain nombre de références qu'on appelle la longueur de gamme, c'est-à-dire le nombre total de références. Bien, ce nombre total de références dans votre marché domestique, vous n'allez pas nécessairement le répliquer dans le marché export. Et normalement, vous allez même le réduire. Pourquoi le réduire? La plupart du temps, on va réduire notre gamme à l'export parce que c'est une façon de réduire le risque sur ce marché export. Donc, pour savoir quelle référence retenir, il a fallu travailler sur le déploiement, c'est-à-dire l'adéquation produit-marché. Donc ça, normalement, ça a été fait. Vous avez également derrière le produit la notion de composante matérielle, de marque, de packaging, c'est-à-dire le conditionnement et l'emballage, l'étiquette, le design et le service attaché au produit. Donc il est essentiel que vous compreniez ça. C'est-à-dire que le produit, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un produit? Le produit, c'est ses attributs. Quels sont les attributs du produit? Eh bien, comme vous le voyez, il y en a un certain nombre. Donc si je dois adapter le produit, je peux adapter chacun des attributs. Donc chacun indépendamment, ou tous les attributs, si je décide de tout adapter, ce qui est probablement pas une bonne décision. L'étude de l'adaptation du produit va porter sur l'adaptation des composantes matérielles, éventuellement l'adaptation de la marque, c'est-à-dire je peux changer de nom de marque sur un marché export, je suis pas obligé de prendre le même que sur le marché domestique. L'adaptation du packaging, il peut y avoir des normes particulières qui m'obligent à faire un certain conditionnement ou un certain emballage. Il peut y avoir également des normes sur l'étiquette qui m'obligent à changer ou à inscrire sur l'étiquette des données particulières sur le poids ou d'utiliser une langue particulière sur ce genre de choses. Donc ça, c'est des normes aussi. Le design, bon, peut-être que la demande, les caractéristiques de la demande m'ont montré qu'il y a une certaine sensibilité au design, donc peut-être que je vais aussi adapter le design. Et enfin, le service attaché au produit, donc là, on est effectivement aussi sur une notion de caractéristiques de la demande. Peut-être que ce produit-là, dans ce marché export, est vendu avec un certain type de service annexe, donc on va être obligé de faire la même chose. Donc les matières premières, les tailles, les poids, les couleurs, un travail d'études d'adaptation sur cet attribut, composante matérielle, donc matière première, taille, poids, couleur, peut porter par exemple sur la signification des couleurs dans une culture. Hein. Ça, vous trouvez pas mal de choses sur Internet par rapport à ça. Donc on va peut-être privilégier certaines couleurs et éviter d'autres couleurs par rapport à la culture du pays export que l'on vise. La marque. L'adaptation de la marque, quelle est la logique? Elle repose sur le fait que la marque doit bien sonner dans cette langue du marché export, elle ne doit pas porter à confusion et elle doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été déposée déjà dans ce marché, ce qui m'interdirait de l'utiliser. Le conditionnement, là c'est des logiques, et l'emballage et l'étiquetage, on est plus sur des logiques, bon, à la fois d'usage, des caractéristiques de la demande, mais aussi des normes comme on l'a dit. Et le design, on est plus sur des questions de caractéristiques de la demande, c'est-à-dire les préférences des consommateurs. Donc, à l'export, ces décisions sur ces attributs vont constituer notre étude d'adaptation du produit. Soit on va adapter, soit on va standardiser. Dans les fiches, vous avez donc un certain nombre d'éléments ici. Là, vous avez une proposition de tableau pour présenter votre travail. Donc, vous faites un tableau en 3 colonnes avec en suivant ce qui est proposé ici, par exemple. Et vous me faites une petite conclusion sur l'adaptation du produit.
Une fois que l'adaptation du produit a été traitée, on va s'occuper de l'adaptation du prix. Adaptation au marché export, c'est-à-dire soit j'adapte ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire adapter le prix ou ne pas l'adapter? Voyons un petit peu ce que dit la fiche. En matière de prix, il y a la politique de prix qui va être suivie, qui est une donnée importante sur laquelle on a une décision éventuellement à prendre. Cette politique de prix, elle va être soumise à deux types de contraintes. Bon, première contrainte, c'est une contrainte liée au coût de revient. On a un certain coût de revient sur notre produit qui est composé de le coût de revient à l'usine en quelque sorte, plus les coûts supplémentaires qui vont s'ajouter pour amener le produit jusque dans le marché export. Donc là, on est plutôt sur des coûts de logistique, de droits de douane, d'intermédiaires, de marge d'intermédiaire, etc. Donc, ça, c'est une contrainte. Deuxième contrainte liée à la détermination du prix export, c'est une contrainte plus de marketing, c'est-à-dire quels sont les prix pratiqués par les produits de nos concurrents, donc des produits sur le marché principal, c'est-à-dire des produits directement comparables, techniquement identiques. Je ne peux pas me positionner sur un prix totalement différent de ce que font mes concurrents. Alors, à moins évidemment que mon produit soit totalement différenciable. Donc, c'est la question. La question ici qui va se poser, c'est faire le point sur ces deux contraintes. Alors, comment je fais le point sur ces deux contraintes? La question du coût de revient, c'est finalement déterminer le prix export. Alors, le prix export, c'est-à-dire le prix de votre produit dans le marché export au consommateur. Donc, c'est un prix TTC que vous avez déterminé en fonction des différents coûts d'intermédiaires, des coûts de logistique, des coûts de droits de douane pour amener votre produit dans le marché export devant le consommateur. Ce calcul de prix, normalement, vous l'avez fait au moment de l'étude de l'adéquation prix-marché. Alors, si vous ne l'avez pas fait au moment de l'adéquation, vous pouvez le faire ici, c'est-à-dire au moment de l'adaptation. Donc, vous faites un calcul de prix export, ça nous fait déjà un premier élément pour raisonner. Deuxième élément pour raisonner, c'est rechercher les prix de produits équivalents, c'est-à-dire de produits directement concurrents de votre produit, dans le marché, c'est-à-dire le prix des produits de vos concurrents dans ce marché export. Donc ça, c'est un deuxième élément qui va nous permettre de raisonner. Si vous n'avez pas de concurrent, c'est-à-dire on peut imaginer qu'on est sur un produit totalement nouveau, et donc, il n'y a pas de référence. C'est-à-dire que le consommateur n'a aucune référence de prix dans sa tête, dans son imaginaire, par rapport au produit que vous allez lui proposer. Donc là, ce qu'il est possible de faire dans ce contexte-là, c'est une étude de prix psychologique, c'est-à-dire que de prix d'acceptation. Vous arrivez avec un nouveau produit, eh bien, vous allez faire un petit panel de consommateurs potentiels, vous leur présentez le produit, vous leur posez deux questions, c'est la méthodologie du prix psychologique, hein. Vous leur posez deux questions et vous déterminez finalement à quel niveau de prix il y a le plus de consommateurs qui sont prêts à accepter de payer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la méthodologie ici, mais ce prix d'acceptation, ce prix psychologique, il est adapté uniquement aux nouveaux produits dans un marché, c'est-à-dire un marché dans lequel il n'y aurait pas de produits concurrents, donc le consommateur n'a aucun élément de comparaison. Donc une fois qu'on a notre prix export, les prix du marché ou le prix psychologique, on va être en mesure de déterminer notre politique de prix, c'est-à-dire d'ajuster peut-être éventuellement notre marge pour s'ajuster sur soit le prix psychologique, soit le prix des concurrents, ou pas. Bon, donc ça va déterminer notre politique de prix. Les politiques de prix possibles, encore une fois, elles sont ici. Vous en avez différentes, donc je vous laisse les lire ici, mais enfin, vous voyez bien que si on est sur une politique de prix économique, ça veut dire que on est plutôt sur un produit qui va être sur un prix plus faible que les concurrents, avec une qualité perçue plus faible que celle des concurrents. Un prix de pénétration, prix plus faible et qualité plus élevée que les concurrents, etc. Avec ces deux éléments de référence, le prix export de mon produit dans le marché et le prix des concurrents ou un prix psychologique éventuellement, je vais être en mesure de raisonner sur la nécessité ou non d'adapter mon prix, c'est-à-dire finalement d'adapter ma marge ou pas. Une fois que vous avez terminé l'étude de l'adaptation du produit, l'étude de l'adaptation
du prix. Ça, c'est les deux gros morceaux en quelque sorte. Vous pouvez facilement faire un petit quelque chose sur l'adaptation de la communication. C'est pas bien compliqué, ça. En fait, l'idée ici, c'est d'essayer de faire un point sur ce que faisait, enfin ce que fait l'entreprise sur son marché domestique, ses marchés historiques, si vous voulez, ses marchés existants, en matière de communication. C'est-à-dire quels sont ces canaux de communication utilisés actuellement. Je sais pas, elle fait peut-être du média, du hors-média, de l'internet, et quelle est sa stratégie de communication sur ces canaux de communication. Et la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'il faut adapter ces canaux et cette stratégie existante au marché export que l'on souhaite développer? Ou est-ce qu'il faut faire exactement la même chose, c'est-à-dire standardiser? Donc vous avez quelques éléments ici. Là, l'idée, c'est quand même d'utiliser un petit peu du vocabulaire adapté, c'est-à-dire on est sur du canaux de communication, médias, hors médias, Internet. On est sur des stratégies de communication, on est sur de l'adaptation ou de la standardisation. Et donc, on va s'adapter en fonction du quoi? Bah, du contexte, en fait, interculturel, enfin, culturel. Donc là, on est sur peut-être des, peut-être des notions de modèles interculturels que vous pouvez trouver. Donc peut-être sur les 6 dimensions de Hofstede, regardez un petit peu dans cette culture, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ou quelles sont les spécificités de cette culture, et peut-être aussi d'utiliser le modèle de Edward Hall, avec les 3 dimensions, le rapport au temps, le rapport à l'espace, et la richesse de la culture, culture riche ou pauvre. Rien d'extraordinaire, vous voyez, c'est assez court. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'étude de l'adaptation à la distribution que normalement vous avez déjà un petit peu fait. Vous avez déjà un petit peu fait sur l'étude des modes de présence, hein, puisque vous avez fait normalement l'étude des modes de présence ici, c'est ça, c'est est-ce que je suis sur du sous-traité, du concerté ou du contrôlé, donc c'est déjà faire des choix en matière de distribution. Donc, vous allez approfondir un petit peu votre étude sur la distribution ici, en matière d'adaptation, c'est-à-dire est-ce que je vais faire des canaux de distribution plutôt courts ou longs, est-ce que je vais suivre une politique de distribution intensive, exclusive, sélective, et donc par rapport à ce que je faisais avant, enfin ce que je fais sur les marchés existants, on le fait toujours, par rapport à ce que je fais sur ces marchés existants, est-ce que je réplique exactement la même stratégie ou pas, en termes de canaux et de stratégie, de politique. Alors, quelle est la différence entre un canal et un circuit? Bon, le canal, il y a plusieurs canaux de distribution. Le circuit, c'est l'ensemble des canaux de distribution que j'utilise. Voilà, donc c'est assez proche, mais pas tout à fait exactement la même chose. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, enfin, si vous avez fait une étude sur les modes de présence, c'est déjà dans la partie déploiement, c'est déjà pas mal. Enfin, vous pouvez compléter un petit peu ici. Vous voyez, il y a 2 petits éléments sur les canaux, les circuits et les stratégies ou les politiques de distribution. Donc, vous terminez votre étude d'adaptation en présentant un 4P adapté. Donc, un petit tableau qui est pas présenté ici, mais vous faites une synthèse des 4P que vous avez décidé d'adapter ou pas. Enfin bon. Donc, avec les caractéristiques sur chacune des dimensions, produit, prix, communication et distribution. Voilà, donc ça termine votre étude d'adaptation.